Ce livre où j'ai pu préciser, étayer et corriger mes analyses antérieures sur le même sujet, en m'appuyant sur les très nombreux travaux consacrés aux relations entre les sexes, met en question explicitement la question, obsessionnellement évoquée par la plupart des analystes et de mes critiques, de la permanence ou du changement constaté ou souhaité de l'ordre sexuel. C'est en effet l'importation et l'imposition de cette alternative naïve et naïvement normative qui conduisent à percevoir, contre toute évidence, le constat de la constance relative des structures sexuelles et des schèmes à travers lesquels elles sont perçues comme une manière, condamnable et immédiatement condamnée, fausse et immédiatement réfutée par le rappel de toutes les transformations de la situation des femmes, de nier et de condamner les changements de cette situation. À cette question, il faut en opposer une autre, plus pertinente scientifiquement et sans doute aussi, selon moi, plus urgente politiquement. S'il est vrai que les relations entre les sexes sont moins transformées qu'une observation superficielle ne pourrait le faire croire, et que la connaissance des structures objectives et des structures cognitives d'une société androcentrique particulièrement bien conservée, comme la société kabyle, telle que j'ai pu l'observer au début des années 60, fournit des instruments permettant de comprendre certains des aspects les mieux dissimulés de ce que sont ces relations dans les sociétés contemporaines les plus avancées économiquement, il faut alors se demander quels sont les mécanismes historiques qui sont responsables de la déshistorisation et de l'éternisation relative des structures de la division sexuelle et des principes de vision correspondants. Poser le problème en ces termes, c'est marquer un progrès dans l'ordre de la connaissance qui peut être au principe d'un progrès décisif dans l'ordre de l'action. Rappeler que ce qui dans l'histoire apparaît comme éternel n'est que le produit d'un travail d'éternisation qui incombe à des institutions interconnectées, telles que la famille, l'Église, l'État, l'école, et aussi dans un autre ordre, le sport et le journalisme. Ces notions abstraites étant de simples désignations sténographiques de mécanismes complexes qui doivent être analysés en chaque cas dans leur particularité historique. C'est réinsérer dans l'histoire, donc rendre à l'action historique la relation entre les sexes que la vision naturaliste et essentialiste leur arrache, et non, comme on a voulu me le faire dire, essayer d'arrêter l'histoire et de déposséder les femmes de leur rôle d'agent historique. C'est contre ces forces historiques de déshistoricisation que doit s'orienter en priorité une entreprise de mobilisation visant à remettre en marche l'histoire en neutralisant les mécanismes de neutralisation de l'histoire. Cette mobilisation proprement politique qui ouvrirait aux femmes la possibilité d'une action collective de résistance, orientée vers des réformes juridiques et politiques, s'oppose aussi bien à la résignation qu'encouragent toutes les visions essentialistes, biologistes et psychanalytiques de la différence entre les sexes, qu'à la résistance réduite à des actes individuels ou à ces happenings discursifs toujours recommencés que préconisent certaines théoriciennes féministes. Ces ruptures héroïques de la routine quotidienne, comme les parodiques performances, chères à Judith Butler, demandent sans doute trop pour un résultat trop mince et trop incertain. Appeler les femmes à s'engager dans une action politique en rupture avec la tentation de la révolte introvertie des petits groupes de solidarité et de soutien mutuel, si nécessaire soit-il dans les vicissitudes des luttes quotidiennes, à la maison, à l'usine ou au bureau, ce n'est pas, comme on pourrait le croire et le craindre, les inviter à se rallier sans combat aux formes et aux normes ordinaires du combat politique, au risque de se trouver annexés ou noyés dans des mouvements étrangers à leurs préoccupations et leurs intérêts propres. C'est souhaiter qu'elles sachent travailler à inventer et à imposer, au sein même du mouvement social et en s'appuyant sur les organisations nées de la révolte contre la discrimination symbolique, dont elles sont avec les homosexuels une des cibles privilégiées, des formes d'organisation et d'action collective et des armes efficaces, symboliques notamment, capables d'ébranler les institutions qui contribuent à éterniser leur subordination. Préambule. Je ne me serais sans doute pas affronté à un sujet aussi difficile si je n'y avais été entraîné par toute la logique de ma recherche. Je n'ai jamais cessé en effet de m'étonner devant ce que l'on pourrait appeler le paradoxe de la doxa. Le fait que l'ordre du monde tel qu'il est, avec ses sens uniques et ses sens interdits, au sens propre ou au sens figuré, ses obligations et ses sanctions, soit grosso modo respecté, qu'il n'y ait pas davantage de transgression ou de subversion, de délit et de folie.